Je m'appelle Claire Moreau. Mon fils portait encore sa toche de remise de diplôme quand il l'a fait. Bleu marine, en polyester bon marché, un peu trop longue pour lui. Il avait marché 2 fois sur l'ourlet en traversant la Seine et il avait éclaté de rire à chaque fois. C'était tellement lui que j'avais dû presser mes doigts contre mes lèvres pour ne pas rire moi aussi dans les gradins. Il avait 22 ans, presque 1,85 m, et il ressemblait à tout ce que j'avais survécu. Debout avec son diplôme à la main, sa toge ridicule sur les épaules et toute sa vie soigneusement étalée devant lui comme une table enfin dressée après des années de chaos. Puis j'ai aperçu Julien. Il se tenait près de la sortie du gymnase avec une femme que je ne connaissais pas. Blonde, plus jeune, le genre de beauté parfaitement entretenue qui demande du temps et beaucoup d'efforts. Il tenait un petit bouquet de fleurs blanches. Il portait aussi cette veste bleu nuit qu'il mettait autrefois pour les réunions parents-professeurs. Et il souriait comme s'il avait mérité sa place dans cette salle. Mes mains sont devenues glacées. Pas parce que je l'aimais encore. Je veux être très claire là-dessus. Je n'aimais plus Julien Morel depuis très longtemps. Peut-être même avant qu'il parte réellement. Ce qui m'a glacée, c'était le calcul derrière sa présence. Il avait fait ses comptes. Il s'était dit qu'assez de temps avait passé, qu'assez d'eau avait coulé sous les ponts, qu'il pouvait désormais apparaître au diplôme de son fils avec des fleurs blanches, une nouvelle femme et une veste élégante, et que vu de l'extérieur il ressemblerait simplement à un père. Ce qu'il n'avait pas pris en compte, c'était notre fils. C'était toujours l'erreur fondamentale de Julien. Il ne pensait jamais vraiment aux enfants. J'étais mariée à Julien Morel depuis 14 ans quand j'ai découvert la masse dans mon sein. 14 ans. 2 enfants. Un crédit immobilier sur une maison mitoyenne à Tours. Et toutes ces petites habitudes domestiques qui s'accumulent dans les longues unions, les mots de passe Netflix partagés, la seule marque de café considérée comme acceptable, les phrases qu'on ne termine plus parce que l'autre connaît déjà le contexte, les personnages. La fin de l'histoire ou du moins on croit qu'il les connaît. J'avais 41 ans. J'enseignais le français dans un lycée public à Tours, le genre de professeur qui donnait de vrais romans à lire et qui débattait réellement avec ses élèves. J'avais été nommée 2 fois pour un prix académique et je l'avais remporté 1 fois. Julien m'avait offert une carte avec écrit « Fier de toi ». Un point d'exclamation que j'avais pris pour de l'enthousiasme avant de comprendre plus tard que c'était surtout de la distance. Nos enfants, Lucas, 17 ans à l'époque, discret, brillant et doté de cette clarté morale que certains adolescents possèdent avant que le monde ne les use. Et Emma, 13 ans, passionnée de football, avec le caractère obstiné de ma mère et la capacité de son père à entrer dans une pièce et à immédiatement devenir le centre de l'attention. Un talent qu'elle utilise aujourd'hui pour des choses bien plus nobles. Julien travaillait dans l'industrie pharmaceutique. Il était excellent dans son métier. Le genre d'homme avantagé par son charme naturel, sa facilité à parler aux gens et sa capacité à savoir exactement quand écouter et quand intervenir. Il gagnait très bien sa vie, entraînait l'équipe de football d'Emma le samedi et participait chaque année à la collecte de sang organisée par la mairie. Vu de l'extérieur, nous avions l'air solide. Avec le recul, les signaux étaient là. Ils le sont toujours. Les déplacements professionnels qui duraient étrangement longtemps. Le 2e téléphone. Téléphone du travail, disait-il. Et je n'avais aucune raison de ne pas le croire. Alors je le croyais. Puis cette manière progressive de s'éloigner. Pas physiquement au début. Mentalement. Comme s'il n'était plus vraiment dans la pièce même lorsqu'il s'y trouvait. Je me racontais que c'était le stress, la pression professionnelle, l'année difficile qu'on traversait après la blessure d'Emma au genou et les difficultés scolaires de Lucas en terminale scientifique. Je me racontais beaucoup de choses. Les résultats de la mammographie sont arrivés un jeudi d'octobre. Le docteur Anissa Ben Ali, oncologue au CHU de Tours, était assise face à moi avec ce calme particulier des médecins qui ont annoncé cette nouvelle des centaines de fois et qui savent exactement où les mots tombent. Cancer du sein, stade 2. Détecté assez tôt pour avoir de bonnes options. Chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie. Elle a utilisé le mot « gérable ». Le genre de mot qu'on emploie à la fois parce qu'on y croit et parce qu'on a besoin que la personne en face ne s'effondre pas complètement dans le cabinet.
Je ne me suis pas effondrée. J'ai conduit jusqu'à la maison. Je suis restée 11 minutes dans ma voiture devant le portail avant d'entrer. Puis j'ai annoncé la nouvelle à Julien. Il a répondu, d'accord. Juste ça. Pas, on va traverser ça ensemble. Pas, dis-moi ce dont tu as besoin. Même pas ce maladroit mais instinctif, je t'aime, que la situation réclamait pourtant de toutes ses forces. Juste, d'accord. Comme si je lui avais annoncé que le lave-vaisselle était en panne. Je me suis convaincue qu'il encaissait le choc, que chacun réagit différemment, qu'il ne fallait pas confondre silence et indifférence. J'avais tort là aussi. La première alerte, la première fois où j'ai vu quelque chose avant de le rationaliser, c'était la semaine suivant le diagnostic. Julien rentrait plus tard. Pas énormément plus tard. 30 minutes. 1 heure. Suffisamment pour manquer le dîner, que je me forçais déjà à avaler malgré les nausées qui avaient commencé avant même les traitements. J'essayais de me convaincre, il ne sait juste pas gérer ça. Laisse-lui du temps. La deuxième alerte est arrivée le week-end de ma consultation préopératoire. Je l'ai trouvé sur la terrasse avec son deuxième téléphone. Il l'a rangé dans sa poche dès qu'il m'a entendu ouvrir la baie vitrée. Un geste fluide. Habitué. Le geste d'un homme qui avait déjà fait ça auparavant. J'ai senti dans mon ventre quelque chose qui n'avait rien à voir avec les nausées. C'était qui, ai-je demandé. Le travail, a-t-il répondu. Nous nous sommes regardés. Aucun de nous n'a prononcé la vérité. La troisième alerte est arrivée 2 semaines avant l'opération. Je me suis réveillée à 2h30 du matin et le lit était vide. Je l'ai trouvé dans la cuisine, en train d'écrire un message sur ce fameux téléphone avant de verrouiller l'écran dès que je me suis approchée. Son visage a affiché quelque chose de complexe. Pas exactement de la culpabilité. Quelque chose de plus fatigué que ça. Comme un homme épuisé par un secret devenu trop lourd à porter et qui finit même par en vouloir aux autres de ce poids. Je n'arrive pas à dormir, a-t-il dit. J'ai bu un verre d'eau et je suis retournée me coucher. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. La 4e alerte est arrivée un dimanche, 3 jours avant mon opération. Je pliais du linge dans la chambre, ce genre de tâche mécanique qu'on s'impose quand l'esprit est trop bruyant pour réfléchir. Julien est entré et s'est assis au bord du lit. Puis il a dit, « Je ne peux pas faire ça. » J'ai reposé le t-shirt que je pliais. Mon opération est jeudi. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire ? Il a fait un geste vague vers la chambre, vers moi, vers notre vie entière. Tout ça. Je ne suis pas capable d'être ce dont tu as besoin maintenant. Puis il a ajouté, je suis malheureux depuis longtemps. Mes jambes ont cédé et je me suis assise au sol sans drame, simplement parce qu'elles avaient décidé qu'elles ne participeraient plus à cette conversation debout. Il a parlé encore un moment. Je n'entendais que des morceaux de phrases, on s'est éloigné, ce n'est plus ce qu'il nous faut, les enfants iront bien, on trouvera une organisation. J'avais une opération dans 72 heures. Un cancer du sein de stade 2. 2 enfants endormis dans le couloir. Et lui parlait d'organisation. Il est parti le mardi. Mon opération était le jeudi. Ma sœur Sophie m'a conduite à l'hôpital. Elle est restée 6 heures dans la salle d'attente puis 1 semaine entière chez moi après l'intervention. Elle dormait sur le canapé, apprenait les caprices du lave-vaisselle, s'assurait que les enfants mangeaient correctement. Julien, lui, a envoyé une carte. Je pense à toi dans cette période difficile. Mot pour mot. Je veux vous dire ce qu'est réellement la chimiothérapie parce que ceux qui ne l'ont jamais vécu en ont souvent une version cinématographique. La vraie version est plus banale et plus horrible à la fois. La vraie version, c'est donner cours le mardi, vomir dans les toilettes des professeurs le mercredi et corriger des copies le jeudi parce que les copies ne cessent pas d'exister simplement parce que vos cellules sont en train d'être détruites. La vraie version, c'est être trop épuisé pour lever les bras afin de laver les derniers cheveux qui vous restent. La vraie version, c'est Lucas, 18 ans désormais, apprenant discrètement à cuisiner des pâtes parce que je lui avais montré une seule fois et qu'il avait fait attention.
posant une assiette devant moi puis restant assis pendant que je mangeais, même lorsqu'il avait des devoirs à terminer, sans jamais une seule fois me donner l'impression d'être un poids. Pas une seule fois en 8 mois de traitement. La vraie version, c'est Emma, 14 ans, au téléphone avec son père un soir. Je n'écoutais pas, ou j'essayais de ne pas écouter. Puis sa voix est devenue toute petite, extrêmement contrôlée, « On a besoin que tu viennes. » La voix de Julien a répondu au travers du haut-parleur, « Je vais essayer de monter bientôt, Emma. » Elle a raccroché, s'est assise à la table de la cuisine, a ouvert ses devoirs avec l'intensité glaciale de quelqu'un qui décide volontairement de ne plus ressentir quoi que ce soit. J'étais devant l'évier. Mes mains tremblaient. Pas à cause de la chimio. À cause de cette douleur particulière qui consiste à voir sa fille comprendre à 14 ans exactement qui est son père. Julien envoyait parfois de l'argent. Pas régulièrement. Pas de façon fiable. Mais certains chèques arrivaient. 2000 €. 1500 cents. Avec des mots comme « pour les enfants » ou « j'espère que ça aidera ». Mon avocate, maître Élodie Caron, spécialisée en droit de la famille à Orléans, m'avait conseillé très tôt, encaissez tout. Gardez une trace de chaque absence. Et ne croyez pas que l'irrégularité va s'arrêter. Elle avait raison. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'était ce que Lucas faisait de cet argent. Moi-même, je ne l'ai découvert qu'au jour de la remise des diplômes. Le divorce a commencé 1 mois après le départ de Julien. J'étais chauve, malade, épuisée, en train d'enseigner Madame Bovary à des adolescents tout en relisant des documents juridiques pendant mes pauses déjeuner dans ma voiture. J'avais conservé toutes les preuves, les messages, les absences, les relevés téléphoniques révélant des centaines d'appels vers un numéro à Lyon appartenant à une femme nommée Camille Delaunay, 34 ans, rencontrée lors d'un congrès professionnel 2 ans plus tôt. Pendant qu'il entraînait l'équipe de foot d'Emma le samedi, il entretenait déjà cette autre vie. Notre thérapeute conjugal, le docteur Olivier Nkosi, avait proposé une thérapie 8 mois avant mon diagnostic. Julien était venu 2 fois avant de déclarer qu'il était trop occupé. Je sais aujourd'hui qu'il passait déjà beaucoup de ses week-ends à Lyon. Plus tard, lorsque je l'ai consulté seul pendant mon traitement, le docteur Nkosi m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, les personnes incapables de supporter la vulnérabilité partent souvent avant d'être elles-mêmes abandonnées. Julien avait eu peur de me voir malade. Alors il avait choisi la seule chose qui lui donnait l'impression de garder le contrôle, partir. J'ai survécu au traitement. Cette phrase ne suffit pas à contenir son poids. J'ai survécu à 8 mois de chimiothérapie, 6 semaines de radiothérapie, une tumorectomie et 2 autres interventions chirurgicales tout en enseignant à temps plein, en élevant 2 enfants, en gérant seul une maison et en assistant à chaque match d'Emma et à chaque concours scolaire de Lucas. J'ai continué sans perruque après la perte de mes cheveux parce qu'elle me donnait des migraines et que j'ai fini par décider que mes élèves pouvaient apprendre à regarder la vérité en face. Certains ont pleuré le premier jour. Je leur ai dit que ce n'était pas une faiblesse d'être bouleversé par quelque chose de réel. Le scanner du 12e mois était clair. Le docteur Ben Ali m'a montré les images puis a posé une main sur mon bras pendant 1 seconde seulement. Je suis allée dans ma voiture et j'ai enfin laissé entrer tout ce que j'avais refusé de ressentir pendant 1 an. Ensuite j'ai appelé Lucas, qui venait d'entrer à Sciences Po Paris grâce à une bourse partielle. Je suis en rémission, lui ai-je dit. Il est resté silencieux 1 seconde avant de répondre, « Maman, juste ça. » Mais tout l'univers était contenu dans ce mot. Les années entre le diagnostic et la remise des diplômes me paraissent aujourd'hui longues et compressées à la fois. On les vit minute par minute puis, soudain, on se retrouve assise dans un gymnase à regarder sa fille traverser une scène en toge de cérémonie, et 4 ans se sont écoulés sans qu'on comprenne comment. Emma a obtenu son diplôme du lycée où j'enseignais. Elle avait 17 ans et une bourse sportive pour intégrer l'université de Bordeaux. Lucas était revenu de Paris pour la cérémonie. Il avait 22 ans, terminait son master en politique publique et allait commencer un poste dans une association dédiée à l'éducation. Il était assis à côté de moi quand j'ai aperçu Julien. J'ai posé ma main sur son bras. Il l'avait déjà vu. Sa mâchoire s'est crispée puis relâchée dans ce geste très contrôlé d'un homme qui refuse de réagir impulsivement. « Je sais, maman », a-t-il murmuré.
Après la cérémonie, Julien nous a rejoints près du parquet du gymnase. Emma était encore entourée de ses amis. Il tenait toujours ses fleurs blanches. Camille se trouvait légèrement derrière lui, visiblement mal à l'aise. Julien m'a regardé. Quelque chose a traversé son visage. Pas exactement de la honte. Quelque chose qui lui ressemblait. Tu as bonne mine, a-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Je suis fière d'Emma, a-t-il ajouté. Elle le sait, ai-je répondu calmement. Puis il s'est tourné vers Lucas. Et quelque chose a changé dans l'air entre eux. Cette tension électrique particulière entre un père et un fils qui a enfin décidé ce qu'il pense de lui. Lucas a glissé la main dans la poche intérieure de sa veste et en a sorti une enveloppe blanche légèrement froissée au coin, comme si elle avait été transportée longtemps. C'est à toi, a-t-il dit. Julien a regardé l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Lucas l'a fixé droit dans les yeux. Tous les chèques que tu m'as envoyés après mes 18 ans. Ceux pour mes études. Julien est devenu immobile. Je ne les ai jamais encaissés, a dit Lucas. Je veux que tu les récupères. Le gymnase était bruyant autour de nous. Les familles prenaient des photos, riaient, s'appelaient. Et au milieu de tout ça, Julien tenait ses propres chèques non encaissés dans les mains. Son visage affichait une expression que je ne lui avais jamais vue en 14 ans de mariage. Tu envoyais de l'argent parce que c'était plus facile que d'être présent, a poursuivi Lucas. Je comprends. Mais moi, je ne veux pas du plus facile. Il a glissé l'enveloppe dans les mains de son père. Et je ne veux pas de ton argent. Puis il s'est retourné et a rejoint sa sœur qui avançait vers nous avec son diplôme, sa bourse universitaire et toute sa vie immense devant elle. Je n'ai pas regardé Julien. J'ai suivi mon fils. 3 semaines plus tard, Julien m'a appelé. J'ai hésité avant de décrocher puis je me suis dit que cela faisait 5 ans que je décidais ce que j'étais capable de supporter et que je pouvais supporter ça aussi. Je te dois des excuses, a-t-il dit. J'ai attendu. Je n'ai pas su gérer tout ça. Rien de tout ça. J'ai pensé à la carte envoyée après mon opération. Je pense à toi dans cette période difficile. J'ai pensé à la voix d'Emma devenue minuscule au téléphone. J'ai pensé à Lucas apprenant à cuisiner des pâtes parce que je lui avais montré une seule fois. Je sais que tu le sais, Julien, ai-je répondu. La vraie question, c'est, est-ce que ça change quelque chose? Il n'avait pas de réponse. Je n'en attendais pas. Aujourd'hui encore, le docteur Ben Ali contrôle mes scanners tous les 6 mois. Elle prononce le mot « clair » avec le même calme professionnel à chaque fois. Et à chaque fois je ressens cette immense vague silencieuse de soulagement. Le docteur Nkosi et moi continuons nos séances 2 fois par mois. Nous sommes passés du mode survie à quelque chose qui ressemble enfin à une reconstruction. Emma m'appelle tous les dimanches depuis Bordeaux. Les longues conversations pendant lesquelles elle range sa chambre universitaire pendant que je prépare le dîner. Lucas travaille désormais dans une association qui développe des programmes de lecture pour les écoles défavorisées. Il m'appelle tous les mardis. Il cuisine toujours des pâtes. Il m'a même envoyé une photo de sa recette améliorée avec ce message, « Ne sois pas vexé, mais elles sont meilleures que les tiennes. » Je n'étais pas vexée. J'étais exactement l'inverse. Certaines femmes me demandent parfois comment j'ai fait. Comment on élève 2 enfants pendant un cancer et un divorce avec un salaire de professeur et qu'on arrive malgré tout de l'autre côté avec des enfants devenus des êtres humains extraordinaires. Et je leur réponds honnêtement, je l'ai fait maladroitement. Certains jours sans dormir. Certains jours avec les mains qui tremblaient. Avec cette dignité très particulière qu'on adopte quand on comprend que c'est la seule chose qu'on contrôle encore totalement. Je l'ai fait grâce à ma sœur Sophie dormant sur mon canapé, grâce à Maître Caron dans mon camp, grâce au docteur Ben Ali me montrant des scanners rassurants, grâce au docteur Nkosi mettant des mots sur des douleurs que je n'arrivais pas à nommer. Mais surtout, je l'ai fait parce qu'il y avait 2 enfants dans cette maison qui regardaient comment leur mère affrontait la pire chose qui lui soit arrivée. Et j'ai fini par comprendre que ma manière de traverser cette épreuve était aussi ce que je leur enseignais. Alors j'ai continué à me présenter chaque jour. J'ai corrigé les copies. Je suis allée au match.
Je me suis assise à la table de la cuisine pour manger les pâtes préparées par mon fils même les jours où je n'étais pas certaine de pouvoir les garder. J'ai laissé ma fille me voir perdre mes cheveux puis retourner travailler malgré tout. Et j'ai laissé mon fils comprendre qu'on peut survivre à l'abandon, survivre à la maladie, survivre au moment où un homme décide que vous êtes devenu un poids trop lourd à porter. Et que survivre n'est pas le sommet. C'est seulement le début. Lors de la remise des diplômes, quand Emma nous a enfin rejoints après avoir traversé la foule, elle a vu son père debout avec l'enveloppe que Lucas venait de lui rendre. Elle a regardé l'enveloppe, puis Lucas. Elle a levé un sourcil. Lucas a haussé les épaules, ce petit geste qui signifie « je t'expliquerai plus tard ». Emma a observé son père une seconde supplémentaire. Sans colère. Sans nostalgie. Juste avec le regard lucide d'une jeune femme qui a grandi en regardant sa mère accomplir des choses difficiles et qui a pris des notes. Puis elle s'est tournée vers moi et a levé son diplôme. « On l'a fait », a-t-elle dit. « Nous. » Pas « je. » Nous. Je l'ai serré contre moi et j'ai répondu « oui, mon cœur. » On l'a fait. Et je pensais à toutes les personnes qui s'étaient assises dans une salle d'attente, qui avaient répondu à un appel au milieu de la nuit, préparé une assiette de pâtes ou posé une main sur une épaule dans un moment sombre. Toutes sauf une. Lui était encore debout au bord du gymnase avec ses chèques non encaissés dans les mains. Et je crois sincèrement que c'était exactement le poids qu'un homme comme lui méritait de porter. Il voulait être félicité pour avoir survécu à quelque chose qu'il avait abandonné. Mes enfants lui ont simplement rendu la facture.